On vit un moment de l'histoire très important, peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, mais en même temps, on a un pouvoir immense d'action. Bonsoir Camille, vous êtes étudiante, militante, écologiste. On n'est pas juste dans une urgence écologique, mais aussi dans une urgence sociale. Il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Ce qui se passe simplement, c'est qu'on leur fait peur. On leur fait peur parce qu'on les bouscule. Qui sont véritablement les enfants? Est-ce que c'est ceux qui, comme nous, loupent l'école pour réclamer un avenir ou ceux qui, comme eux, croient encore au Père Noël? Comment ça va Camille? Très bien, et toi? Je suis trop content qu'on fasse cette interview parce qu'en fait ça faisait très longtemps qu'on devait la caler. C'est vrai, on a réussi. Et là ça y est, on y est. Je suis très content de cette, j'allais dire cette table, mais je suis trop habitué maintenant de ce face à face. Ce siège. Voilà, ce siège. Siège à siège. Exact, je suis très content de ces sièges déjà, ils sont très bien. Ils sont super contents. Non, je suis très content qu'on ait réussi à se capter parce que ça fait très longtemps qu'on me réclame cette thématique. Et moi, ça fait très longtemps que je voulais en parler. Et à chaque fois, je me dis comment on parle d'environnement. Souvent, ça fait peur aux gens. Il y a plein de gens aussi qui se disent ah, moi, j'y comprends rien, donc c'est pas trop pour moi, un peu comme la politique et tout. Et donc là, je me suis dit, on va revenir aux basiques. Et donc, j'ai demandé à mes abonnés de me poser des questions sur l'environnement. Je me suis dit, je vais inviter l'expert. Je sais pas, attends, j'ai peur, il faut que je... Comment tu te définis? Est-ce que tu te dis, je trouve que activiste, ça fait peur, militante, ça fait peur? Moi, je me définis comme... en fait, déjà, je me définis assez peu. Okay. En vrai, je trouve que c'est les autres qui ont souvent besoin d'être rassurés par te mettre dans une case en disant, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? À quoi ça ressemble ton quotidien? Donc, disons que je passe l'intégralité de mes journées, ou une grande partie, dirigée vers l'environnement, en gros, et vers des actions très précises, notamment sur les fonds marins, sur l'industrie pétrolière comme Total Energy. Et en fait, ça peut permettre aux gens d'avoir une bonne idée de mon quotidien, donc en même temps des actions directes, de la désobéissance civile, en même temps parler, convaincre, affronter des politiques, des décideurs, et puis en même temps aussi apprendre toujours, passer du temps avec des scientifiques, des glaciologues, des biologistes, qui m'expliquent les rapports, avoir ce travail aussi de transmission, parce que je suis persuadée que le savoir est un pouvoir très puissant et qu'on a vraiment besoin de savoir de quoi on parle, de prendre ce temps long aussi pour être hyper pertinent dans les actions qu'on mène, quoi. Alors, tu sais qu'on a un point en commun, c'est qu'on est tous les deux dans les 100 personnes qui vont sauver 2023 d'après Technicart Mag. C'est vrai, la pression quand j'ai vu ça. À la différence que moi, je suis 95e, toi, tu es première. Vraiment, plus de pression de ton côté que du mien. Non, mais moi, j'ai dit, les amis, c'est une très mauvaise nouvelle. Hein. Moi-même, je compte pas sur moi. Donc là, courez, fuyez, allez vivre en Nouvelle-Zélande très, très vite. Comment t'as vécu? J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de pipolisation un peu de ta personne, même sur TikTok, des extraits où t'es face à des gens sur des plateaux. Tu sais, avec genre, tu balances une punchline, ça fait point. En mode qu'est-ce qu'elle lui a mis. Est-ce que toi tu te rends un peu compte de ça? Et j'ai l'impression que ça s'est fait vraiment ces 3 dernières années. Ouais. Quoi. Mais en fait c'est très drôle parce que vu que j'ai pas TikTok, tout le monde me dit en mode ah c'est meuf de TikTok, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans cette espèce de dark place, tu vois, pour moi. Ce qui est drôle, mais non, je pense que c'est quelque chose dont j'essaie plutôt de me préserver beaucoup. Et c'est le jeu médiatique qui fait que on a besoin parfois d'histoire, d'identification, et que je suis arrivée à un moment donné où il y a eu Greta, où il y a eu, et du coup dans chaque pays il y a eu un peu cette pipolisation et en même temps je déteste, et j'ai toujours à chaque fois dans nos interviews avant de venir je redis bien que je ne suis pas porte-parole de ma génération en rien, que c'est un terme absurde, et là quand même ils le font, ils m'appellent la Greta française. Ce que j'allais dire, on a dû te comparer plein de fois. Tout le temps on définit par des autres. Ça c'est pas évident parce que ça, déjà parce que pour ma vie privée c'est pas très agréable, et parce que c'est quelque chose que j'essaie toujours de recadrer, en même temps qui peut énerver, et je comprends, et en même temps j'essaie toujours du coup de moi de recadrer, de pas répondre à des interviews qui sont sur ma vie privée, d'essayer au maximum de garder mon intimité cachée, mais en même temps je comprends ce besoin d'incarner aussi un combat, et que quand ça peut être utile, je le fais sur les réseaux sociaux par exemple, c'est un outil pour moi puissant, c'est juste un des nombreux outils, on fait beaucoup de travail dans l'ombre, mais c'est parfois utile en fait d'avoir quelqu'un qui va te parler, qui va incarner aussi, et qui va être capable d'être vulnérable. Donc j'essaie plutôt de l'utiliser comme une force, en me disant je parle de là d'où je suis pas une experte, je suis comme vous, et le fait de montrer ça aussi, de montrer tes doutes, de montrer tes vulnérabilités, de montrer ta joie immense quand tu gagnes un combat, ou les fois où t'y crois plus, ça permet aussi aux gens de se dire c'est pas juste quelqu'un qui vient que j'admire, ou quelqu'un qui vient me donner des vérités, il y a quelque chose on avance ensemble dans cette galère. Est-ce que t'es prête pour la première question? Je suis prête. La première, c'est celle qui me parle le plus, parce que, mine de rien, elle est beaucoup revenue. Est-ce que ça sert encore de garder espoir, ou c'est foutu? Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, j'ai regardé un peu les derniers rapports du GIEC, en fait, ils disent que c'est mort, que c'est foutu. Donc, est-ce que ça sert encore à quelque chose de se battre pour la planète ?»
Enfin, pour la planète. En fait, quand on dit pour la planète, c'est plus pour l'humanité sur la planète, parce que la planète ira toujours très bien. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de se battre, ou est-ce que de toute façon, on va crever, donc autant en profiter, quoi? Ce serait facile si c'était comme dans Don't Look Up. Tu vois, s'il y avait... Enfin, facile. Ce serait presque plus simple, parce que dans ce cas, on serait dans une impuissance totale. Et donc, on serait juste dans une situation où une météorite nous arrive dessus. Donc, dans ce cas, dansons, jouissons jusqu'à la dernière minute, faisons des ghost raves, ou je sais pas, allons courir et nager nu. Il y aurait ces trucs de vivons très intensément les dernières heures avant la fin de l'humanité. Ouais, parce que dans Don't Look Up, du coup, c'est sur Netflix. Et en gros, ils annoncent... on spoil pas, hein, je crois que c'est vraiment le brief du début. C'est le début, ça va. En gros, ils disent dans 6 mois? Non, 3 semaines. Bon, en gros, c'est archi court. Dans pas longtemps, il y a une météorite qui arrive. On peut pas l'éviter. Voilà, faut le regarder parce que c'est quand même assez drôle comme allégorie. Mais d'ailleurs, justement, c'est pas une bonne allégorie de ce que je veux dire du climat. Donc, on pourrait imaginer ça comme ça. Ce qui est assez drôle, cocasse, c'est qu'il y a une dépêche AFP qui est sortie en disant il reste 3 ans pour, en gros, agir et sinon c'est un peu foutu. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu plein d'articles qui sont sortis après le rapport du GIEC en disant il reste 3 ans et après c'est mort. Et en fait, c'est le journaliste de l'AFP qui a mal compris le résumé du rapport du GIEC parce que c'est pas du tout ça. En fait, rien n'est immuable. C'est-à-dire que certes, il y a une urgence qui est totale parce que il est jamais trop tard pour que ce soit pire et que chaque demi-dixième de degré cache derrière lui des vies, que ce soit au Pakistan dans les inondations, que ce soit dans les feux près de chez nous, que ce soit les espèces qui disparaissent, bien sûr, ça c'est important. Mais aussi ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on arrive à des seuils. En fait, il y a, si tu veux, ce qu'on appelle les limites planétaires. Et donc, il faut imaginer un peu comme si on avançait dans un vide comme ça. Donc, chaque génération émet un peu plus, se rapproche du vide. Et nous, on est vraiment la génération où là, on peut juste faire un pas de plus. Mais en fait, c'est le pas de plus qui nous fait vraiment tomber dans l'abîme. Okay. Donc, là où c'est vrai, c'est que l'urgence, elle est réelle parce que si on dépasse ces seuils, en fait, c'est des phénomènes d'emballement climatique, ce qu'on appelle. En gros, les modèles peuvent plus trop prévoir et ça part un peu en vrille. Donc, il y a ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on a un pouvoir d'action. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est-à-dire se dire c'est urgent, c'est vrai, on vit à un moment de l'histoire très important, peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, mais en même temps, on a un pouvoir immense d'action. Tu vois, le trou dans la couche de jaune, il y a eu le protocole de Kyoto, il y a eu des décideurs qui se sont mis autour de la table, qui ont dit ok, on va interdire ces gaz qui nous mettent directement en danger. Et là, il y a quelques semaines, des études qui sont sorties en disant le trou est en train vraiment de se résorber. Donc, une action concrète, politique, qui a interdit, banni un gaz extrêmement toxique, des gaz de CHF qui mettent un trou dans la couche de l'ozone, on y arrive en fait. La Terre a une capacité de régénération qui est très très forte. Si vous avez un jardin et que vous voyez que vous mettez plus d'herbicides dedans, en fait dès l'été prochain, vous voyez que la Terre commence à avoir des vers de terre, qu'elle reprend vie. Donc en fait, il est possible de ralentir ce phénomène-là. Donc il faut vraiment garder cet espoir-là et surtout garder l'espoir dans ce qu'on est capable de faire et puis aussi changer un peu de paradigme parce qu'il ne va pas y avoir en 2050 un lutin qui va sortir en disant bravo, vous avez sauvé l'humanité ou désolé, tout le monde meurt d'un coup, quoi. C'est pas ça. Ce sera sûrement le combat de toute notre vie. Et il faut quand même qu'on réussisse à se battre, ne serait-ce que pour une baleine, ne serait-ce que pour un bout de glacier, ne serait-ce que pour quelques espèces qu'on réussira à préserver. Je pense que ça vaut le coup profondément. Deuxième question qui est très intéressante et qui revient énormément sur les petits gestes du quotidien. Alors moi, je vais pas mentir, je suis contacté chaque semaine par des marques qui me proposent de faire des formats sur l'écologie et dire c'est quoi ton petit geste du quotidien, partage ton geste du quotidien pour sauver la planète, etc. Et à chaque fois, je refuse parce que moi, tu vois, j'ai cette idée-là de dire que hyper important qu'on ait tous des gestes du quotidien, etc. Et de me dire, j'ai pas envie de faire un format où je vais gagner de l'argent pour culpabiliser les gens sur le fait qu'il faut fermer le robinet, etc. Ouais. Alors que c'est un peu à double vitesse. Donc la question c'était, est-ce que les petits gestes du quotidien ont un réel impact face à l'urgence nous, VS, les grosses industries, les politiques, etc. quoi. Là-dessus, il y a une étude qui était sortie, qui montrait de Carbone 4, qui montrait qu'en gros, si tous les Français étaient parfaitement écolos, mais dans le sens, tout le monde vegan, tout le monde n'achetait rien de neuf, ne prenait plus jamais l'avion, un truc vénère, quoi. Et en fait, on réduirait que de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, en même temps, c'est énorme. On a vraiment besoin, comme je disais, chaque demi-dixième de degré compte, donc chaque tonne de CO2 compte, est fondamentale, cache des vies, et des vies qui sont en danger aujourd'hui, pas des vies qui sont... Je parle pas de génération future, je vous parle de gens là qui se prennent le dérèglement climatique en pleine gueule, et même en France. Il y a 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air en France, c'est énorme. Okay. Tu vois, on est sur ce niveau-là. Donc oui, ça sert toujours à quelque chose. Maintenant, les 75% restants, c'est les entreprises et l'État. Cette étude, elle est fondamentale, mais elle oublie quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est les sciences sociales. Et donc, quand on lit à travers les sciences sociales, en fait, moi, je crois qu'il n'existe pas de geste individuel. Ça veut rien dire un geste individuel.
On vit en société. Donc moi, si je décide de moins manger de viande, c'est parce que je sais que ça peut permettre d'avoir des terres pour d'autres pour cultiver et se nourrir. Tu vois, si je prends pas de voiture, c'est parce que je sais que ça peut... Les particules fines qu'on va éviter, elles vont empêcher des cancers. En fait, on vit en société. Donc chaque geste est extrêmement fort parce qu'il va envoyer aussi des signaux à la fois aux entreprises qui font le graphique de l'offre et de la demande. Donc évidemment, nous, on est la demande. Donc si on n'a plus de demande d'un coup pour Coca-Cola, Coca-Cola, ils vont peut-être se dire on va peut-être changer de business model à un moment donné. Pour les politiques aussi, si d'un coup, tout le monde dit non, on refuse, on désobéit, ou alors on envoie dans les instituts de sondage l'idée que la société française, elle est prête pour une vraie transformation radicale écologique de la société, alors les décisions iront dans ce sens-là. En tout cas, on espère qu'ils ont envie de se faire élire, donc ils écouteront plus. Une fois que ça s'est dit, il y a aussi les gestes individuels qui peuvent être utiles pour ne pas être en dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est le fait que tu aies une idée très claire, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais dans ce que tu fais dans ton quotidien, c'est inconfortable, c'est délicat, t'es pas dans le bon endroit. On parlait beaucoup d'ailleurs de bullshit job, avec plein de gens qui sont dans des jobs qui n'ont aucun sens pour eux, et où ils se disent mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, qu'est-ce que j'apporte au monde, à la communauté, etc. Complètement, tout à fait raison. Et une fois que ça s'est dit, donc là en gros je défends l'idée de dire les petits gestes sont importants en soi, rien que pour vous égoïstement vous vous sentirez mieux, ça compte toujours, et ça envoie des signaux aux décideurs et à l'industrie. Maintenant, on a 24 heures dans une journée, on a un niveau d'énergie aussi à allouer. Et ce qui se passe, c'est que on ne vit pas dans un monde où c'est facile d'être écolo. Les structures de la société ne sont pas faites pour qu'on consomme bio, parce que ça coûte encore plus cher aujourd'hui. Et ça, c'est un choix politique que ça coûte cher, parce que ça devrait coûter moins cher à la société. Tu vois, on n'a pas besoin d'argent après pour dépolluer les sols, pour payer des agriculteurs, maintenir dans un système intensif, etc. Donc, c'est un choix politique que la société ne soit pas faite pour qu'on soit écolo. Donc maintenant, comment est-ce qu'on décide d'allouer notre 24 heures et notre niveau d'énergie dans des actions qui sont très efficaces au vu de l'urgence. Et c'est pour ça que moi, je suis passée par une période où j'étais vraiment dans mon écologie du quotidien à fond, à me culpabiliser sur tout. Et après, quand tu politises un peu tout ça, tu te rends compte que c'est l'empreinte carbone, donc le truc qu'on utilise souvent pour savoir est-ce qu'on est écolo ou pas nos gestes individuels. En fait, ça a été inventé par Shell, donc un géant de l'industrie fossile. Et pourquoi ? Parce que ça permettait en fait de dépolitiser l'action. Moi, quand j'étais dans ma période à être vegan, zéro déchet et tout, en fait, tu te retrouves à passer tout ton temps à chercher dans la société les endroits où tu peux aller faire tes courses et du coup t'as plus d'énergie, tu deviens irritable complètement pour les autres parce que tu t'en veux à ceux qui font pas autant que toi, et donc du coup tu vas pas avoir de temps pour aller en manif, pour aller rejoindre des collectifs écolos, tu vas moins le faire en tout cas. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on repolitise notre action. Ok, on fait notre mieux, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse manger bio ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse rénover thermiquement ses bâtiments ? Comment est-ce que je fais en sorte qu'on développe massivement les transports en commun, même dans les zones rurales ? Et ça, je trouve que c'est encore une action qui est au-dessus et qui fait encore beaucoup plus de bien, parce que être ensemble, être dans un collectif, être avec des gens qui vont se tirer vers le haut, c'est là où l'action se joue, quoi. Donc oui, les gestes individuels sont utiles. Si vous avez des privilèges assez pour le faire, si vous pouvez vous permettre de les faire, faites-le, vraiment, c'est important. Mais surtout, le premier et le plus important des gestes individuels, c'est peut-être celui de choisir l'action collective. Tu vois ? Ça m'angoisse ce que tu dis sur l'empreinte carbone. Tu sais, je vois un marionnettiste de... Tu sais, c'est le même truc où je vois en manif les CRS qui se tapent contre les manifestants. Et en fait, je peux pas m'empêcher de voir juste le peuple qui se tape dessus et des gens au-dessus qui sont en mode génial, on va pouvoir faire passer ce qu'on veut pendant ce temps-là. Et tu sais, de montrer le problème ailleurs. Mais tu vois, je savais pas du tout sur ce truc d'empreinte carbone. Ça, c'est bien aussi de déculpabiliser un peu les gens là-dessus aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression. Et la question de l'éco-anxiété, ce terme d'ailleurs qui est assez nouveau, de ce truc de se dire, de penser à ça tout le temps et de se dire ah non mais ça je fais pas bien, c'est une question qui est beaucoup revenue. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui et beaucoup des jeunes générations qui vivent avec cette angoisse absolue que le moindre truc qu'ils vont faire et qui se culpabilisent eux-mêmes s'ils ont mangé de la viande, s'ils ont pris la voiture une fois, etc. De se dire je suis en train de détruire la planète constamment. Ouais. Je pense qu'il faut toujours faire le choix du courage et de la lucidité. Tu vois, comme dans Matrix, je pense que c'est toujours le bon choix que celui de savoir ce qui se passe, de pas mentir aux enfants. Moi, j'ai été élevée comme ça où on m'a jamais menti, quoi. Et donc, des fois, c'est dur. Mais tu sais que non, on a appris super tôt. Non, on peut trouver que ça manque de magie. Ouais. Et en réalité, je trouve que ce qui est très beau, c'est qu'on a trouvé de la magie ailleurs et dans le réel. Okay. Tu vois, moi, j'ai toujours trouvé ça magique, la montagne en face de moi, le fait qu'elle change de couleur toujours, et elle était là, la magie. Elle est dans les livres, elle est dans les lumières. Et c'est encore plus beau que d'émerveiller du monde, du vivant, qui lui est vraiment réel, concret, qui est là, et qu'on menace par notre inaction. Bien sûr qu'on va devoir changer de rêve, on va devoir renoncer à certaines choses, mais pour
se réconcilier avec une autre beauté du monde. Tu vois, réapprendre à voir une beauté du monde qu'on regarde plus. Et là, en fait, c'est très beau. Moi, je suis quelqu'un de profondément, alors anxieuse aussi, mais surtout joyeuse et fascinée par cette beauté-là. Donc l'éco-anxiété, c'est de la même manière où je te parlais de l'industrie fossile, c'est aussi intéressant pour eux l'éco-anxiété aujourd'hui parce que ça permet quelque part de dépolitiser une action parce que t'as plein de journaux qui vont dire là on a plein de jeunes qui veulent plus avoir d'enfants, donc à cause du dérèglement climatique, on a hyper peur, faut pas qu'on panique une population, donc on va édulcorer un peu les discours, donc on va pas parler de toutes les études là, on va essayer de pas faire peur, mais du coup on cache une partie de la réalité. Sauf que ce qui arrive fait peur et là où il faut qu'on nous traite comme des adultes, c'est qu'on a une possibilité d'anticiper. Plus on anticipe, moins on va subir. Et l'éco-anxiété, moi, elle part assez facilement, en vrai, avec l'action. Quand on est ensemble, tu vois, dans les actions, c'est les moments où je me sens vraiment à la bonne place, où tu dis, c'est là, il se passe quelque chose, on est du côté de la vie, on est du côté de la liberté, on est du côté de la paix, de ces grandes et belles idées, en fait, on les défend là, maintenant, et ça fait un bien fou, vraiment. Les gens qui sont autour de moi, les activistes écolos autour de moi, c'est les personnes les plus heureuses que je connaisse. Oui, parce qu'on pourrait penser que toi, c'est marrant, parce que c'était une question que j'avais posée à Hugo Décrypte quand il était venu dans Insomnie. Je lui avais dit, moi... Quand j'ai un trop plein d'actu et que ça commence à m'angoisser, je déconnecte quelques jours de l'actualité. Lui ne peut pas, parce que c'est tous les jours l'actualité, tu vois. Je dis, comment tu fais pour être optimiste sur l'avenir et tout? Et c'est une question qu'on peut te poser toi aussi, tu vois. C'est comment tu arrives à rester optimiste, alors que moi, j'avoue que je lis des articles sur l'environnement, sur les choses, et je trouve que c'est déjà beaucoup, c'est très angoissant, etc. Toi, c'est l'intégralité de ta vie, en fait. Tu prends ça de plein fouet constamment, quoi. Parce que je me sens pas impuissante. Et l'impuissance, c'est quelque chose dont il faut être capable de se défaire. Dire elle est là, elle toque à la porte tout le temps, elle vient se coincer un peu dans nos angoisses, dans nos doutes, mais en réalité on n'est pas impuissant, vraiment, c'est une impuissance qui est orchestrée. Il y a un choix de l'impuissance de la part de nos décideurs, on peut faire plein de choses. Regarde, il y a une pandémie mondiale, en 24 heures, tous les avions sont cloués au sol. Les supermarchés français pendant le premier confinement ne vendaient que des fruits et légumes français, on l'a complètement oublié. C'était possible, alors on l'a fait dans la panique très vite, mais on aurait pu anticiper encore une fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'action, donc l'impuissance est un choix. Une fois que tu sais ça, en fait moi l'actualité, j'ai pas l'impression de la subir. Je me dis, on va la créer l'actualité, et c'est encore plus fort. Il y a une question que j'ai trouvée grave intéressante, et les premiers livres que j'ai kiffé lire, c'était des essais de Gandhi, qui parlaient de beaucoup de communication non violente, etc., qui sont évidemment à remettre dans leur contexte, et c'est des vrais questionnements que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la révolution, elle se fait... J'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce que la révolution, elle passe uniquement par... Et on est obligé de passer par la désobéissance? En fait, la désobéissance, c'est quelque chose de très beau. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas la désobéissance, c'est vraiment l'obéissance le problème. Tu vois, on est en train d'avoir un monde où chaque minute, il y a 5 enfants qui meurent de faim. Mais quand est-ce qu'on laisse ça arriver sous nos yeux, tu vois? On est dans un... Enfin, c'est bête, hein, mais c'est parce que on trouve ça bête et qu'on trouve que la solidarité, tout ça, c'est des mots un peu presque ridicules, ça devrait nous inquiéter de trouver ça ridicule. Là, on est dans un monde où on est en train de vivre la 6e extinction de masse. On perd des espèces à un rythme aussi rapide que lors de la 5e extinction de masse. C'est immense. Depuis que ma mère, elle avait le même âge que moi, on a perdu 68% des espèces animales, 68%. Tu prends une classe de 100 personnes, tu en enlèves 68. Wow. C'est ce qu'on vit là en ce moment, là, avec la disparition des espèces, c'est ce rythme-là. Et on obéit à ça. On obéit un peu, tu vois, on est sage, parce qu'on nous a tout le temps appris à être sage, en fait. On est dans une école où on nous apprend surtout à nous taire, à suivre des règles, sans forcément les comprendre. Alors ça veut pas dire être rebelle et rock'n'roll pour la beauté du geste, tu vois, et tout envoyer péter, mais c'est être capable de se dire, il y a ce qui est légal, et ce qui est juste. Et en fait, il y a beaucoup de nos droits civiques qu'on a obtenus qui viennent de la désobéissance. Tu vois, j'en parlais sur le droit de vote des femmes où, en effet, nous, aujourd'hui, c'est merveilleux qu'en tant que femme, on puisse voter. Mais avant, c'était interdit. Donc, en fait, il y a plein de droits comme ça. L'avortement, c'est pareil. C'était interdit. Donc, on s'est battu pour obtenir des droits. Ces droits-là, ils viennent pas comme ça du haut, quoi. Il faut qu'on se batte. Et ça veut dire désobéir aussi. Ce qui est beau, c'est que dans les mouvements écolos, il y a... Et dans tous les mouvements civiques, c'est la coopération étroite de différentes stratégies qui ont fait réussir ça. Tu vois, c'est parce qu'il y avait à la fois Martin Luther King et Malcolm X qu'il y a des choses qui sont passées. C'est parce qu'il y avait des suffragettes qui faisaient des obéissances et d'autres qui étaient plus modérées qu'il y a des choses qui sont passées. Donc sinon, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe là dans nos générations, dans l'histoire, qu'on marque un peu quelque chose. Il faut qu'il y ait à la fois des gens qui fassent des désobéissances civiles, à la fois des gens qui vont être un flanc plus modéré. Et c'est pas grave, il faut trouver sa place, mais respecter, être très humble face à tous ces mouvements qui émergent un peu, parce que personne ne sait, on fait tous qu'essayer finalement. Tu m'as motivé, sinon je vais en manif. Trop bien. Non, mais tu vois, moi c'est des vrais questionnements aussi que j'ai de
quelles sont mes compétences aujourd'hui et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux apporter, tu vois. Ça, je me suis dit, il faut trop qu'on fasse cette table ronde-là parce que ça va parler ça va toucher des centaines de milliers de personnes, tu vois. Et parmi ces gens-là, il va forcément y avoir des gens qui vont avoir des déclics, tu vois. Mais il y a aussi ce truc de est-ce que je suis à côté du problème? Est-ce que, voilà, tu vois. En fait, est-ce qu'on se sent légitime? C'est ça le vrai sujet. Mais on n'est jamais légitime en rien, on se sent jamais légitime en rien. Et c'est pas grave. En fait, on a toujours l'impression de pas être assez. Aussi parce que, moi, je trouve qu'il y a un très grand mépris de notre génération. Et qu'on parlait du vote, on me demandait beaucoup pendant les élections, tout ça, sur les plateaux, les analyses politiques, pourquoi, et des gens n'avaient pas voté. Et on parle d'une dépolitisation, mais je crois qu'il y a aussi un grand mépris. Quand t'as un président qui sort des phrases en te disant, traversez la rue et vous trouverez du boulot, ou je vous parlerai dès que vous mettrez un costume. Quand tu sens une génération où, tu vois, il y a tout le temps des articles qui sortent pour dire, plus personne sait écrire, ils font des fautes d'orthographe tout le temps, on voit dans les réseaux sociaux, au lieu de voir qu'il y a un peu de créativité, quelque chose de beau, on voit forcément en mode, c'est des jeunes sur leur téléphone. En fait, il y a un mépris envers notre génération tel que du coup, on se sent trop petit pour un costume trop grand pour nous. Il faut pas attendre de se sentir légitime pour faire quelque chose parce que précisément, c'est dans l'action qu'on apprend déjà. Tu vois, des fois, on nous regarde en nous disant waouh, mais toi, c'est ton truc, l'écologie, c'est cool, bravo, trop bien, t'as vraiment trouvé ta passion. Mais la vie sur Terre, a priori, concerne chaque personne qui vit. Donc, on est plus ou moins tous à la même enseigne sur ce sujet-là, vraiment. Et ça, je rebondis là-dessus parce que c'est une question qui est beaucoup revenue. Est-ce que l'écologie, c'est un problème de riches? C'est un truc qui revient énormément. Et alors, comme je l'ai beaucoup vu, parce qu'on m'en a beaucoup parlé, parce qu'évidemment, moi, je suis représentant des bobos sur YouTube. Souvent, quand je vais checker les profils, je fais des recherches pour savoir qui commande ces trucs-là. C'est rarement des gens modestes, tu vois. c'est souvent eux-mêmes des classes plutôt aisées, etc. Et je me dis, ah ok, donc est-ce qu'il y a cet argument-là d'essayer de dire problème de riche pour dire non, mais attendez, tu vois, on noie un peu le poisson. Et à côté de ça, moi, tu vois, ma mère gagne le SMIC, on ne vient pas d'une classe hyper riche et tout. Et pour autant, elle est hyper alerte sur tout ça. Il y a une espèce de truc où elle comprend aussi que la Terre se fout complètement du compte en banque qu'a chacun. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble dans la même maison et que si la maison est en train de cramer, c'est pas le problème juste du dernier étage, tu vois. C'est qu'au rez-de-chaussée, il y a de la fumée aussi, quoi. Et je vais retourner la question. Oui, c'est un problème de riches parce que précisément, c'est parce qu'il y a trop de riches que la planète crame, tu vois. Donc, en fait, dis-toi qu'en France, 63 milliardaires français, 63 personnes en France, prenez un métro, ça va être une rame de métro, quoi. Ils sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc oui, c'est un problème de riches. Ce qui est horrible parce que ça revient à la question des gestes du quotidien où tu te dis, est-ce que c'est pas les gestes du quotidien de 63 personnes? Ah mais totalement, dans ce cas, arrêtez de prendre leur jet, qui a un avion qui part sur 10 en France, c'est un jet privé. C'est une double injustice parce que plus t'es responsable du dérèglement climatique, plus t'es protégé de ses conséquences, tu vois. C'est-à-dire que à la fois, plus t'es riche, en gros, plus tu vas polluer. De manière générale, c'est un peu ce que montrent les statistiques. Et à l'inverse, en gros, plus t'es pauvre, plus tu vas vivre directement les effets du dérèglement climatique. Parce que tu vas vivre près des usines, parce que tu vas vivre près des échangeurs routiers. Et donc, du coup, tu vas te prendre les particules fines des voitures dans la tronche directement. Il y a une phrase qui est drôle qui dit « L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ». Okay. Donc, en fait, je pense qu'on ne peut pas voir l'écologie sans voir le prisme de la justice sociale. C'est fondamental de le voir comme ça. Par contre, c'est pas parce que d'autres font trop que du coup, nous, on doit rien faire. Tu vois, qu'on va dire, dans ce cas, il faut qu'on politise notre action. Et après, sur ce que là, j'ai fait une réponse qui m'arrange. Je sais que derrière la question, est-ce que c'est un problème de riches, c'est un peu en disant, oui, mais nous, quand on doit faire 3 jobs à côté pour payer nos études, pas le temps d'aller en manif. Et c'est vrai. Mais c'est aussi la représentation qui a été faite dans les médias de l'activisme écolo. Certes, dans les marches à Paris, c'était plutôt blanc, c'était plutôt bourgeois, éduqué, assez jeune. Mais en fait, les sociologues ont regardé tous les mouvements écolos. T'as beaucoup de retraités qui ont un peu plus de temps, qui vont aller faire les réunions publiques sur le territoire pour lutter contre un entrepôt Amazon. Donc en fait, c'est beaucoup plus large que ça en termes déjà de génération. Et aussi dans l'écologie populaire. Tu vois, il y a un endroit qui s'appelle Vert Dragon, qui est génial, qui est à Bagnolet, et qui fait l'écologie populaire aussi. T'as le front de mer où c'est Fatima Wassak, qui est une femme incroyable, qui juste, il y avait sa fille qui mangeait un truc nul à la cantine, qui a commencé à dire, bon, en fait, on va faire le front des mères, donc on va des mères qui vivent en banlieue se mettre ensemble juste pour que nos gosses bouffent bien, en fait. Okay. Et ils ont réussi à obtenir d'avoir des repas bio, tout ça. Enfin, tu vois, ça peut être aussi extrêmement concret. Ouais. Donc, non, ce n'est pas... C'est un problème créé par les riches, mais on ne doit pas laisser seulement les riches s'en occuper, ça c'est vrai. Est-ce que le tri des déchets sert à quelque chose ? Ça, c'est drôle parce que c'est un argument que j'entends souvent, ce truc de dans quelle poubelle, et dire ça va au même endroit au final. Ouais, il y a des gros problèmes
de filières de recyclage en France. 9% des plastiques sont vraiment recyclés. Et surtout, avec le recyclage, en fait, le problème, c'est que ça nous donne l'idée que parce que c'est recyclé, alors c'est bon. Mais on a toujours besoin de, même quelque chose qui est dit de recycler, on a toujours besoin de nouvelles matières pour le recréer aussi. Ouais. C'est jamais 100% recyclé. Et en plus de ça, il faut de l'énergie pour le reproduire. Donc, ce qui est intéressant derrière cette question, c'est surtout de se dire comment est-ce qu'on consomme moins, on produit moins. On va à la base. C'est surtout ça. C'est aller chercher une vraie sobriété. C'est là d'abord qu'est la réponse. Après, si, c'est toujours mieux de trier que de pas le faire, mais concentrer surtout votre énergie sur la réduction, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est beaucoup revenu. Qu'est-ce que je fais au quotidien qui est le plus polluant ? Moi, j'avais fait donc mon empreinte carbone. Quand j'ai dit, je suis pas fan des gens qui l'ont inventé, mais c'est un bon moyen de savoir où on se situe. Ouais. Moi, c'est là où j'ai compris pour l'avion. Dans notre sociologie, c'est le pire truc. Un aller-retour, tu vois, Paris-New York, c'est 2,5 tonnes de CO2. Paris-Bali, c'est 5 tonnes. En gros, le GIEC disait que pour rester sous la barre d'1,5 degré, donc les fameux accords de Paris dont on parle tout le temps et tout, il faudrait que chaque Français et Française émette en moyenne 2 tonnes de CO2 par an. Donc t'as 2 tonnes de CO2 et t'as tes 2 tonnes et demie juste pour aller à New York. Ouais. Donc en fait, ça ne rentre pas dans les calculs. Un trajet d'avion, t'as déjà tout niqué. C'est foutu. Okay. Donc après, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Une fois que t'as cette info, tu fais toi-même ton trade-off en disant est-ce que là c'est vraiment le voyage de ma vie. Enfin voilà, ça appartient à chacun. Après, c'est juste, je veux donner les chiffres et puis après, on sait. Donc moi, je me suis pris ça en pleine tronche. Je me suis dit ok, maintenant comment je vais faire mes choix différemment. Il y a l'avion, manger de la viande et du poisson. On parle souvent et beaucoup. On imagine d'être végétarien, c'est arrêter juste de manger de la viande. Mais en fait, on est en train de vider les océans à un rythme hallucinant. Et ça me fait presque encore plus peur parce qu'on se rend pas compte qu'en fait, là, on parle quand même en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Ça devrait nous alerter, quoi. 2050. C'est pas une image, c'est vraiment... Non, là, on est dans cette trajectoire-là. Peut-être même plus tôt, d'ailleurs. Okay. T'imagines, 2050, plus de plastique, donc du pétrole, que nous-mêmes, on a extrait d'énergie fossile. On est en train de péter, et c'est quand même dans les océans qu'est née la vie sur Terre. Ouais. Donc on est en train de jouer à l'apprenti chimiste. On ne connaît rien à l'océan, c'est l'endroit qu'on connaît moins. On connaît plus la surface de la Lune que le fond des océans. Donc il y a vraiment l'avion, surtout la nourriture, c'est des basiques, mais voilà, faut le rappeler. Et la pollution numérique aussi, qui est très grande. Qui en plus qui n'est pas palpable, on s'en rend pas compte. Si Internet était un pays, c'est le 4e plus pollueur. Okay. On imagine que c'est des données comme ça qui volent, mais les centres de data pour les refroidir, c'est énorme, c'est des méga machines. Donc là, comment est-ce qu'on peut faire ? Il faut essayer de réduire notre impact. Je crois que c'est plus de la moitié de ce qu'on regarde de la bande passante. Peut-être que tu sais, toi, ça, c'est du porno. Ah oui, bien sûr. Peut-être que tu sais, oui. Que tu sais. Absolument, j'ai cette information. Tu vois, c'est énorme. En vrai, ça représente beaucoup. Donc peut-être regarder moins de porno, regarder que ton porno. Ce serait un très beau geste pour l'écologie. Tu vois, on peut faire ça déjà. C'est cool. En vrai, peut-être que changer le rapport à la sexualité des plus jeunes serait un très beau geste pour l'écologie, in fine. Enfin, après, il faut se battre aussi avec les outils de notre monde. Tu vois, oui, je suis écolo, j'ai un iPhone, mais en même temps, je vis dans la société et j'utilise ces outils extrêmement puissants pour participer à cette bataille de récits. Parce que de l'autre côté, on a des gens de la publicité qui, à coût de milliards d'euros par an, nous font croire qu'on a juste des besoins, des désirs et que c'est comme ça. Et en fait, il faut que nous aussi, on arrive à rentrer dans cette bataille de récits, tu vois, et à montrer que, non, ça peut être stylé d'être autrement, que la mode peut être ailleurs, que ce à quoi on a envie de ressembler, c'est peut-être pas ces valeurs-là, que la réussite, en fait, c'est pas ça, c'est pas surconsommer. Donc il faut qu'on utilise aussi ces armes-là. Est-ce qu'un jour, l'air des villes ne sera plus respirable ? Alors, j'ai pas de prophétie, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans les projections que vous allez voir, donc dans tous les rapports où on dit il va se passer ça, on peut se dire c'est des projections, donc on sait jamais vraiment. Ouais. Un truc intéressant, c'est de voir deux choses, deux idées déjà. C'est que les scientifiques sont extrêmement précautionneux. C'est-à-dire que quand on a la tête d'un scientifique, c'est toujours moins. Quand ils ont juste une intuition, ils vont pas la mettre. Donc tout ce qui est dit là, toutes les projections sont vraiment la version basse du truc. Qu'est-ce que j'ai ? Donc ça veut dire que potentiellement, tout ce qui est annoncé, ça va être pire. Et c'est le cas, parce que déjà là maintenant, les études en fait montrent que ce qu'on avait prévu, ça arrive plus tôt. Là, tu vois, les températures de cet hiver, là, ce qui se passe un peu en termes de météo, c'est plutôt ce qu'on avait prévu pour 2030. En fait, ça arrive plus tôt que ce qu'on imaginait. Le rapport de GIEC, chaque année, réactualise en mode attendez, on remonte la barre. Et quand on regarde les études qui étaient prospectives il y a quelques années et maintenant on se retourne dans le passé et on regarde les études d'avant, pareil, elles étaient en dessous de ce qu'on vit. Okay.
Juste pour dire ça, donc si vous allez voir des sorties ou des articles qui vont dire ça pourrait être irrespirable et tout, dites-vous qu'il y a quand même de bonnes chances que ça se passe. Voilà. Ça peut se passer 7 ans plus tôt que ce qui est annoncé. Donc il y a l'air irrespirable dans les villes et il y a aussi un phénomène que je trouve fascinant, c'est que ça recouvre les glaciers d'une suie. Tu vois, moi je suis allée en Islande, ou même dans les glaciers, ceux qui voient, on les voit un peu noirs, comme si c'était sale. Okay. En fait, c'est les particules fines parfois de nos voitures qui vont dans l'air, qui se posent comme ça en voile noire sur les glaciers. Et en fait, on peut se dire, bon bah c'est des glaciers, c'est loin de nous, bon, so what. Sauf que c'est, tu vois, quand l'été, t'as des voitures qui sont noires et qui fait beaucoup plus chaud que quand ta voiture est blanche. Parce que le noir et les couleurs sombres absorbent la chaleur. Et le blanc les renvoie. Donc les glaciers sont hyper importants parce qu'ils renvoient une partie de la chaleur. Sauf que là, vu qu'ils deviennent noirs avec les particules fines, en fait, ils participent beaucoup plus à absorber de la chaleur. Donc ça fait partie des boucles de rétroaction. En fait, Ils fondent plus vite et ils se réchauffent. Et du coup, ils participent aussi à capter de la chaleur, alors qu'avant, c'était justement quelque chose, ce qu'on appelle l'effet d'albédo. Pour te dire que c'est assez fascinant de voir quand tu commences à rentrer un peu dans ce sujet de climat, quelque chose qui a l'air juste, particules fines, voiture, respiration, ville. En fait, ça a un impact partout, et tout est hyper lié. Je trouve que c'est très compliqué en plus, ce truc. J'ai l'impression qu'il y a un truc assez humain. On voyait ça en communication aussi dans les journaux. On se rendait compte que ça intéressait beaucoup plus un fait divers qui était arrivé à 5 km de chez toi qu'un truc gigantesque qui est arrivé sur un autre continent. Et je trouve que, tu vois, le Covid déjà nous l'a bien démontré que tout ce qui peut se passer sur Terre nous impacte. Et c'est vrai sur les guerres, c'est vrai sur tu vois, un virus, c'est vrai sur n'importe quel fait, tu vois, qui peut se passer on parle de la fonte des glaces par hyper loin. Et en fait, tout est tellement lié sur cette planète que je trouve ça fou qu'on ait encore du mal. Et pourtant, ça commence à arriver chez nous. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à avoir des trucs où on se dit, bon, là, c'est jamais arrivé, c'est un peu bizarre. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'il faut... c'est vraiment le même this is fine, tu vois. On attend vraiment que ça crame à nos pieds pour se dire... Bon, je crois que ça nous concerne là. En fait, ce qui est pire, c'est que ça crame déjà à nos pieds, on n'imagine pas que c'est le dérèglement climatique. Ouais. En fait, on rentre dans ce qu'on appelle, Serge Morand, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup justement sur les pandémies, il dit qu'on rentre dans le siècle des pandémies. Donc le Covid, c'est un zoonose, donc c'est des maladies transmissibles de l'animal sauvage à l'homme. Et ça, c'est favorisé amplement par le dérèglement climatique. Pourquoi ? Parce que du coup, on va déboiser des forêts, des zones qui nous séparaient un peu de ces animaux sauvages. Donc l'homme va être en contact beaucoup plus facilement avec ces animaux-là et donc attraper leurs maladies. L'élevage intensif, tu vois, toutes les grippes aviaires, ce genre de choses. Quand t'as un élevage où c'est tous les mêmes poulets de batterie, bah t'en as un qui l'a, tout le monde là, et puis mondialisation, paf, 2 jours après, c'est dans tout le monde entier. Donc en fait, on favorise ce genre, par exemple, de pandémie. Donc rien que tu vois, Covid, lié aussi à ça. De la même manière, on se rend pas compte, mais on est déjà pollué dans nos chairs. Chaque semaine, on avale la quantité d'une carte bleue de plastique. Ça m'angoisse. Ça, je jure. Et ils ont retrouvé du microplastique dans le placenta et dans le lait maternel des femmes. On est au début des études de ce qui se passe. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est qu'on est en train de voir à quel point c'est vraiment dans nos corps, dans nos chairs, partout. Et on imagine que c'est un truc qui va se passer dans les générations futures, qui se passe forcément loin de chez nous, que c'est que, en gros, des incendies, des feux, et qui va faire plus chaud. C'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus insidieux que ça. Ça peut nous faire flipper, mais c'est surtout plutôt se dire ok, donc on a un pouvoir d'action sur ce qui se passe. On se dit rarement on a un pouvoir d'action sur un cancer. On va dire quoi, on va faire des dons pour financer de la recherche, ok. Mais il faut aussi regarder sur les causes en fait. Et sur ces causes-là, le fait de dérégler le climat, de défoncer la biodiversité, rend un environnement inhabitable. Et donc on est en train de rendre nos terres inhabitables. C'est dans le titre que ça va pas. Donc si on veut pouvoir continuer de vivre, il faut s'assurer et tout faire pour garder un environnement sain et habitable. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, on a un pouvoir d'action sur tout ce qui nous semble nous dépasser complètement. Et donc c'est là où ça devient intéressant. Est-ce que tu penses que c'est raisonnable de faire un enfant aujourd'hui ? J'adore cette question. C'est une question qui est beaucoup revenue. J'imagine. Moi, tu sais, j'ai vraiment ce truc de me dire, bon, ok, c'est le truc le plus polluant qu'on peut faire, c'est un enfant. Parce que c'est ce qui va polluer le plus. Et en même temps, on peut potentiellement faire un enfant qui va être éduqué. On peut faire des Greta Thunberg. Ouais, exactement, tu vois. Tu imagines ses parents, s'étaient dit merde, on fait pas d'enfants, on les boule, quoi. Bah, de fou. Et ça se trouve, en fait, tu vois, tu te dis, si tous les gens qui sont hyper éduqués à l'environnement se disent, ok, moi, mon acte militant, c'est de pas faire d'enfants, ça veut dire que tu crées juste une population qui est pas du tout éduquée à l'environnement. C'est que les connards qui se reproduisent, ça va être. Je vous ai pas dire comme ça, mais c'est ça, voilà. Ça va être mal barré après. Évidemment qu'on pose cette discussion dans le cadre des femmes qui disposent de leur corps et qui ont envie d'avoir un enfant. Évidemment, c'est un choix et respectons ça, ceux qui n'ont pas envie d'en avoir pour d'autres raisons. Maintenant, si c'est dans le cadre de quelqu'un qui vient me voir des fois, ou même des amis, en me disant, je veux un enfant, mais est-ce que j'ose le faire dans ce monde-là. Là, j'ai pas du tout de grande vérité. Je vous dis juste intimement, moi, ce dont je suis persuadée, c'est que vivre, c'est faire avec l'incertitude. Et qu'on a fait des enfants sous des bombes,
qu'on sait jamais ce qui se passe demain, on sait jamais si on sera là demain pour l'éduquer. Et c'est ça qui est très très beau. Et en même temps, c'est peut-être la compromission la plus intime avec ce fameux monde de demain, ces fameuses générations futures, ces fameux 2100, 2050. Il y aura une part de nous qui va connaître ce monde-là. On peut pas imaginer plus forte motivation pour tout faire pour que ce moment-là de l'histoire soit beau, soit pur et soit possible, juste tout simplement. Et je vois autour de moi des grands dirigeants où souvent ils vont se dire écolo pour des raisons pas toujours très sincères, parce que ça va être bon pour leur business, parce que le capitalisme vert, parce que les fois où c'est vraiment sincère, c'est des enfants qu'ils ont fait changer. Donc, si vous avez envie d'avoir un enfant, ne vous posez pas que la question de quelle planète vous allez laisser à votre enfant, mais aussi surtout de quel enfant vous allez laisser à la planète, au reste des espèces et à la vie, quoi. Faisons-en des putains de guerriers trop stylés qui vont tout donner. Trop bien, j'adore. Est-ce que t'as envie de baisser les bras des fois? C'est pas... Parce que des fois, on s'appelle et t'es au bout du rouleau. Ouais. Je me dis, mais elle va faire un burn-out si t'en as pas déjà fait, je sais pas. Ouais. Je me dis, mais elle va faire un burn-out et genre, elle fait le taf que 100 personnes devraient faire, tu vois, à elle seule. Non, en fait, ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est les gens. Donc, je suis jamais seule personne. Tout ce que... Si un jour vous croisez des gens qui vous disent qu'ils réussissent à faire des choses seuls, c'est des fins menteurs dont il faut se méfier. Donc, non, c'est d'être... moi, je me sens entourée de personnes incroyables où j'ai vraiment l'impression qu'on est une putain d'équipe, quoi. Et que dès qu'on a des victoires, c'est autant les personnes avec qui on a passé un an toutes nos journées sur travailler sur les fonds marins, que le type qui a juste cliqué, qui a tagué une fois le ministre et qui nous a répondu après, tu vois. C'est juste ce petit geste du plus un qui a rendu tout ça possible. Donc ça me donne beaucoup de force, et du coup ça me donne toujours envie de me battre et de continuer pour le beau. En fait, moi je me bats pour le beau et pour l'amour, donc c'est toujours guidé vers ces choses-là qui me donnent beaucoup d'énergie. Après, il y a du doute tout le temps. Il y a des fois où je sens un poids très grand aussi qui pose sur moi, où là on a réussi à faire changer 12 pays sur les fonds marins. Donc à la fois c'est incroyable, des articles, tu vois, aux États-Unis qui sont en mode la France, machin. Et en même temps, si on n'a pas les 4 pays manquants, bah, y a des bateaux qui partent, on a tout ce qu'on a fait, ça servait à rien. Des fois, je me dis, je m'embarque dans un truc très grand, trop grand pour moi. Qui est souvent un échec court terme à 95% du temps. En fait, ce qui est dur, c'est que tu mobilises plein de gens qui vont croire en toi, qui vont prendre de leur temps, qui vont te faire confiance. Et je me dis, putain, on peut pas rater là. On allait trop loin. Tu vois, comme quand tu te mets face à un truc, tu te dis, là maintenant, on est obligé de sauter, on est obligé d'y arriver parce que sinon, c'est chaud, quoi. J'ai peur de décourager tous ces gens que t'as réussi à amener jusqu'ici et tu te dis, waouh. Donc, c'est un peu ça où des fois, je me dis, des fois j'ai l'impression d'avoir un pouvoir que je maîtrise pas trop. Après, ce qui est dur, c'est de pas se perdre dans le combat et il y a beaucoup de gens qui font des burn-out militants, bien sûr. Et donc ça, ce qui est dangereux, c'est la pureté militante, c'est l'idée de toujours vouloir être pur, de vouloir être parfait, de vouloir être à la hauteur. Et ça, je l'ai pas du tout. Je pense qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ce qu'on est, et faire le deuil assez vite de sauver le monde. Et l'idée de se dire plutôt que de se laisser traverser par le monde, tu vois, et d'oser d'être sincère, d'être vulnérable, de rater, de douter, d'être empathique, et de réaliser aussi qu'on ne peut rien faire seul et que personne n'est remplaçable. Voilà, la seule fois où j'étais vraiment... je n'ai pas fait diagnostiquer, j'ai fait un burn-out, mais je passais vraiment plus de 3 semaines dans mon lit à rien faire d'autre. Okay. Je ne pouvais même pas lire, quoi. Ça, c'était 2 jours avant la COP, où je devais aller à la COP. Okay. J'étais dans une machine qui t'écrasait, et j'ai fait un plateau avec un climato-sceptique qui m'avait, je suis sortie en larmes du plateau, ce qui m'arrivait jamais. C'était horrible. Je me sentais dans un truc où je me dis, mais qui a raison? Il se mettait même à me douter dans ma chair que j'étais au bon endroit, quoi. Ça te broie. Il y a ces moments-là où c'est dur aussi, et où du coup tu as envie de te dire, mais on n'y arrivera pas. Et après tu te rends compte que c'est juste un petit moment de l'histoire, que tu prends le chantier de nos aînés, et puis on laisse un chantier un peu plus abouti aux générations d'après. On est juste un tout petit moment, et quand tu prends ça avec plus d'humilité, alors je dirais que tu tiens plus longtemps aussi. C'est un marathon, donc il faut prendre soin de vous. C'est vraiment un marathon. On a besoin de tout le monde, donc il faut qu'on soit une équipe, vraiment qu'on soit une équipe, et qu'on y aille solidement, tu vois, qu'on construise un truc solide, même s'il y a une urgence folle, même si c'est toujours ce truc dans l'air de tension qui gronde, il faut quand même qu'on ait des bases bien solides, quoi. Ouais, parce qu'il y a une émotion qui te tue, qui est contraire à l'endurance, c'est la colère, et en même temps, tout factuellement, tu vois,
tout est fait pour être en colère. On le voit dans tu vois, beaucoup de militantes féministes, pareil, qui parlent de pureté militante et qui en fait font des burn-out parce qu'elles sont en colère, surtout colère légitime, et où en fait derrière c'est comment tu arrives à calmer cette colère à des moments pour en faire des choses sur la durée, tu vois, et de pas arriver à te griller complètement sur le court terme. Et l'environnement c'est pareil, tu as 1000 raisons d'être en colère tous les jours. Faut savoir aussi ce qui nous ressource, c'est bête, mais moi je sais que je vais marcher 24 heures, je vais faire un bivouac. Je pars avec mon sac à dos. Là, c'est vraiment instantané. Le truc est le plus efficace de tout. Je sais, la méditation, les machins, les trucs. Non, moi, c'est très simple. Je me casse avec un sac à dos quand je suis au bout de ma vie à chaque fois. Et mon corps est incroyable parce que vraiment, je le remercie trop parce que je vois qu'il y a des moments où je suis dans un état. Et ça se voit sur les photos avec des cernes comme ça où je n'ai pas dormi depuis. Je me dis, mais comment il tient? À partir du moment où c'est l'amour qui guide ton action, où c'est la beauté qui guide ton action, où t'es pas juste contre quelque chose. Alors j'ai bien sûr, j'ai de la révolte, j'ai de la colère contre ces personnes qui laissent le monde se déliter et qui prennent un cynique plaisir. Je suis très en colère contre eux. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est un peu au-dessus parce qu'on est, tu vois, cette force tranquille qui est mue par ce qui est juste. Et ça donne une assise qui est super puissante. Et c'est pour ça qu'on souvent les gens me disent mais c'est fou comment tu restes calme dans le plateau télé et tout. Parce qu'en fait on est du bon côté de l'histoire. Donc il y aura des tribunaux qui jugeront ces gens pétroliers, qui jugeront ces décideurs qui n'ont absolument rien fait, comme on a jugé pour les crimes de guerre, comme on a jugé pour l'industrie du tabac. J'espère et je crois qu'on y arrivera à un moment donné où ces gens-là seront jugés, finiront derrière des barreaux. Et donc il faut juste qu'on soit assez patient et qu'on provoque l'histoire pour que ça arrive le plus vite possible. Une vraie question, mais alors là elle est philosophique, mais elle est revenue plusieurs fois. J'aime bien. Et si finalement on méritait pas ce qui nous arrive et qu'on on laissait pas la nature faire, parce qu'on est un peu le virus de la Terre. Alors ça, je comprends pas en fait cette enfin, je veux dire, je la comprends, j'entends et tout, et c'est hyper intéressant bien sûr, mais dans mon fond intérieur, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que c'est nous les humains, enfin je veux dire, c'est très bizarre de dire, c'est comme les gens sont bêtes, tu vois, les gens qui disent que de toute manière, c'est un qu'on donne droit de vote parce que tout le monde est bête, ils s'incluent où dedans, les gens, c'est quel niveau de détestation de soi-même pour arriver à cette conclusion? C'est-à-dire que les personnes qui te disent on mérite ce qui nous arrive, ils pensent vraiment qu'ils doivent mourir. C'est-à-dire que c'est quand même un niveau d'auto-détestation très puissante. Donc c'est se dire comment est-ce qu'on a réussi à déprimer les gens, à les faire sentir des moins que rien, au point qu'ils pensent que leur potentiel fin est quelque chose de souhaitable. C'est très grave et ça dit beaucoup en fait. Ça dit beaucoup parce que du coup on a l'impression que c'est un mal qui plane comme ça, comme c'était les humains qui auraient un truc. Non, il y a des gens qui ont pris des décisions qui nous ont amenés là où on est. Ils sont pas si nombreux que ça. Il y a vraiment des gens qui ont décidé pour faire du profit, l'industrie fossile, ils ont pas juste répondu à une demande pour qu'on aille pouvoir avec nos voitures aller travailler. Ils savaient depuis les années 70 Total Energy. Ils avaient les meilleurs climatologues qui pouvaient se payer pour savoir si leur business model allait marcher ou pas. Donc ils savaient que extraire des énergies fossiles du sol allait nous amener à ce niveau-là. Ils ont décidé de payer des lobbyistes pour fabriquer du doute. Ils ont décidé de payer des fausses études, de cacher la vérité aux gens pour continuer à vendre, pour continuer leur business model. Donc non, pas tous les humains méritent de disparaître. Certains peut-être, mais pas tous les humains méritent de disparaître. Et puis on a fait des choses tellement belles. Genre on a inventé le piano, la poésie, on a construit des pyramides, on est allé sur la lune, on est capable de... On a inventé la danse. Enfin, moi, je vois partout autour de moi, je trouve qu'on a fait des choses merveilleuses. Enfin, les personnes qui disent ça sont jamais tombées amoureuses, n'ont jamais pleuré devant, devant une œuvre d'art ou devant la montagne ou devant. C'est pas possible de dire ça. C'est tellement beau. Moi, je suis fascinée. C'est très con, ce que je vais dire, mais je suis fascinée par la vie. Vraiment, factuellement, chaque jour, je trouve ça dingue. C'est trop bizarre. On nous a donné un truc vraiment très fucked up. Mais du coup, c'est très fucked up. Et là, la petite étoile en bas du contraste, c'est que du coup, ok, vous avez ce truc hyper chelou, vous allez ressentir plein d'émotions très différentes, sans vraiment trop de raison, et puis on vous dit pas quand on le reprend. En fait, il faut qu'on se batte pour que chaque jour, elle continue d'exister. Et là, c'est beau, et là, ça donne un sens, parce que du coup, il faut que nous, on le mérite, cette vie-là. C'est plutôt comme ça que je le vois. C'est pas qu'on mérite que le dérèglement climatique nous arrive sur la tronche, mais plutôt on mérite de continuer à se battre pour la vie. Moi, je vois à mon échelle... Quand j'ai lancé Entre Mecs, j'en avais jamais parlé de ça, mais peut-être que j'en parlerai un jour. Il y a des gens un peu du milieu qui ont essayé de me faire taire parce que je marchais un peu sur leur plate-bande ou que ça n'arrangeait pas certaines personnes, etc. Toi, on est clairement dans un game où il y a des enjeux financiers qui sont bien supérieurs à ça, à la masculinité, juste. Non, écoute, il y a beaucoup de liens avec la masculinité. C'est toujours des vieux mecs de 50 ans qui C'est vrai, t'as raison. Mais en tout cas, là, c'est des enjeux financiers derrière. Est-ce que toi, on a essayé de te faire taire ou pas ?
Parce que t'es quand même plus qu'un petit caillou dans la chaussure de certaines personnes. J'espère, je serais très heureuse d'être un gros caillou. Ensemble, grâce aux gens qui nous aident, on devient un gros caillou. Il y a 2 niveaux, c'est-à-dire que moi je me dis toujours, ok, je redescends par rapport à mes amis, tu vois, qui se battent en Ouganda. Donc là, on se bat contre Total Energy sur une pipeline qui est construite entre l'Ouganda et la Tanzanie par du coup une entreprise française. Mes amis activistes là-bas, pour avoir les mêmes pancartes que nous, pour faire les mêmes manifestations pacifiques, ils ont passé 48 heures dans la prison de haute surveillance de Kampala. Ok. Tu vois, il y en a qui sont fait tabasser. Donc on est sur un niveau quand même. Il y a des activistes climatiques, notamment dans les peuples indigènes, qui se battent pour le droit de leur forêt depuis des années et des années, qui se font tuer tous les jours par leur gouvernement, notamment le gouvernement brésilien. Donc moi je me dis, certes j'ai peur, y a des moments pas drôles, mais tu dézoomes un peu et tu te dis, ça va, j'ai quand même la chance d'être dans la démocratie et ça se passe bien. La notoriété protège un petit peu, donc... Okay. Voilà. Il y a évidemment dans les manifestations la violence policière, la violence de la répression de l'État. Et ça, ce que je trouve très grave, c'est que l'État utilise son monopole de la violence légitime, qui est représenté par la police, pour tabasser et pour faire taire des gens qui défendent la vie. Et il laisse en totale impunité des entreprises minières et des entreprises pétrolières compromettre la vie sur Terre. Ça, je trouve ça fascinant, à quel point qu'est-ce qu'ils décident d'arrêter et qui est-ce qu'ils décident de protéger. Non, moi là où... tu vois, j'ai un mec qui m'a écrit, il m'a dit, je suis... garde du corps dans mon job d'été, quoi. Okay. Et j'étais à Montreux, et en fait, il y avait un séminaire de Total, et ils nous ont donné à toute la sécurité ta photo en A4. En disant un peu aux wanted personnes, si vous la voyez, vous prévenez les supérieurs et tout. Et j'étais là, oh mon Dieu. Wow. Est-ce que t'imagines le level du... Ouais, j'étais là, et tu te dis, putain, bon... Ok. Non mais t'imagines, comme si t'étais une terroriste, tu vois. C'est ça qui est fou. En plus, je suis pas extrêmement menaçante. Tu vois, on voit quand même que je fais pas très très peur. J'ai des pulls à paillettes, donc ça va. J'ai quelqu'un du coup qui gère aussi la cybersécurité, où j'ai fait attention. Sur tes réseaux, par exemple. J'ai une poche là, elle est là-haut dans le studio, mais j'ai une poche dans laquelle je mets mon téléphone aussi, ou qui coupe de toutes les ondes pour pas être écouté quand on parle des actions. Ok. On fait attention quand même. J'ai quelqu'un qui a, je vais pas vous dire qui, mais il y a des hackers en fait éthiques qui surveillent du coup, qui nous aident sur la surveillance. Pour pas qu'on soit écouté, pour qu'on soit bien baqué. J'ai un avocat aussi qui me dit où aller dans les actions où je vais pas, dans les actions où je vais. T'as pas des gens qui ont genre retrouvé ton adresse, qui t'ont mis des coups de pression? J'ai déjà eu j'ai des menaces de mort, mais ça, j'ai envie de dire classic shit quand t'es sur les réseaux, ça m'arrive. J'ai eu 2 personnes bizarres qui sont venues à me mettre partout, à me suivre partout, à trouver tous les moyens, à venir en présentiel dans tous les événements que je faisais, qui sont publics. J'annonce une conférence, j'annonce un truc. Donc là maintenant, tu vois, je donne toujours le nom avant que j'arrive pour que s'y voit cette personne, que la sécurité. Bon, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est pas très fun, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, quand je dézoome, je me dis, il y en a pour qui c'est bien pire, donc c'est triste, mais ça fait partie de ça, quoi. Ouais. Tu vois. Dernière question plus positive. Je pense qu'il y a plein de gens là qui ont eu un déclic. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous avez eu des déclics. Si vous faites des choses aussi, mettez des liens. Je sais qu'il y a plein d'assos hyper intéressants. Grave. Moi, je découvre plein de choses. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire aujourd'hui? Dans quoi on peut s'engager? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour aider, je veux dire aider la planète, mais oui, c'est ça, quoi. La meilleure réponse, c'est de redonner un peu de dignité à l'espèce humaine. Je pense qu'il faut juste qu'on redonne un peu de dignité à l'humanité. Et ça commence très concrètement par rejoindre des actions collectives autour de chez vous. Il y a deux choses, c'est d'obéir à quelque chose qui est injuste. Donc la désobéissance civile, c'est très souvent non violent. Ça peut être juste, ça peut être très beau, on est formé, on n'arrive pas comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces mouvements-là. C'est de coopérer, c'est les 2 routes. Donc c'est tous les étudiants qu'on voit qui bifurquent, qui décident d'incarner ce fameux monde de demain en allant s'installer dans des fermes, en remettant les mains dans la terre, en créant de nouvelles manières de faire société. Donc c'est vraiment 2 routes très intéressantes. Et concrètement, c'est regarder autour de chez vous ce qui se passe. Il y a plein d'assauts, il y a plein de gens qui se sentent seuls, et en fait ils se sentent seuls ensemble. Donc retrouvez-vous, appelez-vous, regardez les assos autour de chez vous qui se battent, ne serait-ce que pour préserver un petit bout de terre dans l'entrepôt Amazon qui va être construit, de se battre pour que dans la cantine il y ait ce soit les agriculteurs locaux qui travaillent. Il y a plein de choses qui se passent sur les territoires, et si tout le monde on est capable de soulever, de penser un peu plus grand que soi-même, de dépasser un peu la flamme du canapé et de se dire ok, je vais commencer à faire quelque chose de concret là sur mon territoire ici, ça peut être énorme et ça peut aller très très vite. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci, je suis trop content que tu sois venu, que ce moment existe. Moi aussi. Et voilà, on essaie en colibri chacun d'apporter notre pierre à l'édifice, et j'espère que je te réaccueille sur la chaîne et on refait des points là-dessus. Quand tu veux, avec plaisir. Trop bien. Merci beaucoup. À bientôt.